Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés ou pas sur notre chaîne. Je vous prie de mettre un like sur cette vidéo, de la partager sur votre mur, de la partager dans vos groupes afin que le plus grand nombre de personnes regardent, de vous abonner sur notre chaîne ou d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo intitulée « Le Tchad va-t-il rejoindre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ?» Le Tchad va-t-il rejoindre les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Voilà. Le Tchad, vous le savez comme moi, le Tchad, la République du Tchad, est aujourd'hui membre de la CEMAC, la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est un ensemble sous-régional qui regroupe le Cameroun, qui regroupe le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Donc ça fait 6 pays, hein. Le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville. Ça fait 6 pays. Ces pays s'appelaient d'abord anciennement l'UDA. Donc, c'est une sorte de bricolage diplomatique que la France a mis en place pour pouvoir tenir dans un ensemble moribond l'ensemble des pays de l'ancienne Afrique équatoriale française. Bon, voilà. Je tue le terme moribond. C'est pas méchant, hein, parce que jusqu'aujourd'hui, cet ensemble-là n'a absolument rien produit qui permette de changer le quotidien des populations vivant dans ces pays-là. Elle n'a rien produit sur le plan de la sécurité. Sur le plan de la sécurité, vous pouvez voir, dans chacun de ces pays-là, il y a des problèmes sécuritaires. Vous avez des problèmes sécuritaires en République centrafricaine. Vous avez des problèmes sécuritaires au Tchad. Vous avez des problèmes sécuritaires au Cameroun. Vous avez des problèmes sécuritaires au Congo. Peut-être on peut dire que les 2 pays qui sont épargnés maintenant, c'est le Gabon et la Guinée équatoriale. Non. Vous voyez que ça ne va pas. Deuxièmement, vous avez les problèmes sécuritaires dans l'estuaire du Vouri, ce qu'on peut appeler l'estuaire du Vouri, qui va aussi bien de la limite avec le Nigeria jusqu'à la limite avec le Congo-Brazzaville, en passant par la Guinée équatoriale et le Gabon. Vous avez des problèmes sécuritaires là. Les Américains qui nous ont aidés même à déblayer cette situation-là. Nous avons des problèmes sécuritaires en Centrafrique. Vous avez des problèmes sécuritaires en Centrafrique, ce sont des problèmes sérieux. Hein, on a tous connu les affaires de Balaka, anti-Balaka, etc. Et dans les problèmes sécuritaires dont font face chacun de ces pays, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coordination, etc., etc. Il n'y a pas vraiment d'échange, de coopération, comme on a vu par exemple dans l'AES, où ils ont mis un commandement unifié pour permettre à chacun de ces pays-là de juguler la situation dont ils font face. On ne voit pas ça dans les pays de la CEMAC, dont fait partie le Tchad. Donc, on ne voit pas non plus les efforts de la puissance tutélaire dans le coin, qu'est la France, d'aider ces pays-là à pouvoir construire les armées solides, pouvant faire face aux menaces conventionnelles ou asymétriques et protéger leur population, protéger les biens et les personnes. Hein, ce qu'on voit, c'est que la France, il y a un dispositif visible ou camouflé qui permet d'assurer la protection de ses intérêts sur place. En dehors de ça, le reste, on s'en fout. C'est pas moi qui le dis. C'est un colonel à la retraite de l'armée camerounaise et qui n'est pas n'importe qui au sein de l'armée camerounaise. Le colonel Quinche, qui l'a expliqué si bien dans une émission sur la chaîne parlementaire française, que tout le monde a regardé. Je l'ai partagé sur mon mur. Donc, pour dire que c'est pas des choses qu'on invente. On ne fait que reprendre ou répéter ce que les autres ont dit. Ensuite, quand vous regardez sur le lac Tchad, vous voyez bien que sur le lac Tchad, l'une des causes de l'insécurité au Sahel n'a cessé d'être les bandes armées sur le lac Tchad. Le lac Tchad qui jadis, je me rappelle dans ma tendre enfance, on y était allé avec nos parents, c'était, on disait Petit Paris, on voyait des gens naviguer, des pirogues, des chaloupes, des bateaux de croisière, c'était autre chose. Aujourd'hui, tout ça a disparu sur le lac Tchad, les pêcheurs ont fui, etc. Le lac Tchad est la propriété des bandes armées, donc le Cameroun n'a pas pu venir à bout de ces bandes armées, le Tchad n'a pas pu venir à bout, le Niger même, qui est dans la CEDEAO,
n'a pas pu, le Nigeria même n'a pas pu. Ces bandes armées ont prospéré. Et quand elles avaient fait alliance avec Boko Haram, elles ont fait le plus grand mal à nos pays. Et les dégâts collatéraux ont été énormes. Tant du côté de nos hommes en tenue qui mouraient, que du côté de nos populations civiles qui étaient victimes des bavures, parfois même de nos armées. On a tous vu les vidéos sur la toile. Et même de Boko Haram de l'autre côté. Donc, on n'a pas pu résoudre les problèmes. Et quand vous êtes un homme d'État, là, ce qui vous tient à cœur, c'est la sécurité dans votre pays. Je ne parle pas, par exemple, du conflit anglophone au Cameroun, hein, parce que le conflit anglophone, c'est un conflit qui n'a pas besoin un seul coup de fusil pour être résolu. C'est le dialogue qui peut résoudre. Mais ceux qui sont au pouvoir pensent que ce n'est que par la force qu'ils doivent faire entendre, ils doivent, disent-ils, faire entendre raison aux autres. Et ils n'écoutent même plus la communauté internationale. Mais en revanche, je suis le lac Tchad. Vous voyez bien sur le lac Tchad que la situation est difficile. Les pays, le Tchad n'a jamais vu une coopération, par exemple, des autres pays, la CEMAC. J'entends par là la Centrafrique et le Cameroun. Ni même du Nigeria. Donc, aujourd'hui, le Tchad se retourne plutôt vers le Niger, dont elle voit en ces pays de l'AES un partenaire pour assurer sa propre sécurité. J'en veux pour preuve la visite je connais plus les noms, la visite du gouverneur de la frontière tchadienne, là, de la Tchad. Vous avez vu ça, j'ai vu ça sur la radio-télévision nigérienne, qui a rendu visite à son ami, un général, le gouverneur de Maradi, je crois c'est Maradi, la région de Maradi, je crois, je peux me tromper, au Niger. Donc on a bien vu les deux, le Tchadien qui dit nous allons coordonner pour que ces bandits-là ne traversent pas le Tchad pour venir se réfugier au Niger. Et le gouverneur de l'autre côté au Niger a dit oui, nous avons les instructions fermes des deux chefs d'État de travailler pour que les gens ne fuient pas pour venir au Niger et ne quittent pas le Niger pour aller au Tchad, que aucun de nos pays ne serve de base arrière, parce qu'on a des gros problèmes d'insécurité quand même. Comprenez, on a des gros problèmes d'insécurité. Toute raison gardée, hein, on a des gros problèmes d'insécurité dans cette zone-là. Donc le Tchad, le nord du Cameroun est victime de ça. Hein. J'ai des amis qui sont professeurs de mathématiques, qu'on a affectés dans le nord. Ils vous disent, mais vraiment c'est terrible. Quand on fait à 100 km des frontières, il n'y a personne, c'est vide. Parce que l'armée, pour éviter les infiltrations de Boko Haram, a été obligée de vider toute la frontière, là, tous les gens, jusqu'à une très longue distance de la frontière, de façon que, avec les jumelles, ils peuvent voir qui vient. Mais ça veut dire que c'est des gens qui ont abandonné leur village. C'est des gens qui ont abandonné leur terre, qui cultivaient. Ils se réfugient dans les grandes villes, et aujourd'hui, c'est leurs enfants qui sont les microbes, avec les poignards. Pour un téléphone portable, on trouve le ventre, tu as tes intestins dans tes mains. Vous comprenez? Donc, dans ce contexte-là, les gens doivent s'asseoir pour résoudre les questions sécuritaires. Et en la matière, le Tchad, tel que moi j'ai vu plusieurs échanges entre les autorités locales tchadiennes et les autorités locales du Niger. C'est sur la télévision des Nigériens, la RTN. Donc, ils envisagent une collaboration. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes au Cameroun, on a connu ça. Plusieurs gens de Boko Haram ont été arrêtés par l'armée camerounaise, même si les officiers de l'armée camerounaise ne le diront pas pour les raisons que chacun peut imaginer, ont été arrêtés et on retrouve en leurs mains un fusil FAMAS, un fusil d'assaut FAMAS. On connaît le pays qui fabrique le fusil d'assaut FAMAS. Il n'y a pas deux pays au monde qui fabriquent le FAMAS. Donc quand ils ont le FAMAS entre les mains, la question qui vient tout de suite à l'idée, où ont-ils pris le FAMAS? Donc, quand on regarde le numéro de série au niveau de la sécurité militaire, on enquête, on regarde le numéro de série, on croise, on remonte, on s'aperçoit que ce sont des armes et des munitions qui les ont données. Donc, je pense que là aussi, vous voyez que ça a conduit Idriss Déby, non, pas Idriss Déby, Mahamat Kaka Déby, le président du Tchad, qui comprend bien, avec certainement son staff, les mutations géopolitiques qui sont en train de se faire dans le monde après la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, la chute de Bachar el-Assad. Il comprend bien le trade-off qu'il y a eu entre les grandes puissances. Il comprend bien que ça va libérer, ça va changer la dynamique dans le Sahel. Alors qu'est-ce que le Tchad a fait? Le Tchad a décidé de rompre les accords militaires avec la France. C'est pas moi qui le dis encore là. C'est le président tchadien et c'est le ministre des Affaires étrangères du Tchad qui l'ont dit dans des sorties publiques. De rompre les accords militaires.
Et non seulement ils ont rompu les accords militaires, et le capitaine Ibrahim Traoré nous a bien expliqué que ils ont rompu, et il nous a expliqué que c'était sincère ce que les Tchadiens disaient, parce qu'ils ont mis dehors la France et les conseillers militaires français. C'est important. Hein? Capitaine Ibrahim Traoré nous a expliqué le rôle des conseillers militaires dans l'inertie qu'il y a dans nos armées. Il vous a expliqué le rôle du capitaine des conseillers militaires. Il vous a dit que les conseillers militaires, c'est eux qui décident, c'est eux qui disent au chef d'État ce qu'il faut faire, c'est eux qui décident des plans, etc., etc. Non, la conséquence de tout ça, c'est que ça crée un gros bordel dans nos armées. Les armées sont faibles, elles n'arrivent pas à se défendre. Quand les bandes armées viennent attaquer, l'armée du Burkina Faso, par exemple, les sentinelles, ça veut dire les gens qui gardent les camps avec les bâtons pour se défendre. La même chose on a vu en Centrafrique. Moi, j'ai failli pleurer quand j'avais vu Faustin Archange Touadéra dans un amphi à l'université de Lyon devant la diaspora centrafricaine. Il était avec Firmin Grimbanda et il disait que chez eux, en Centrafrique, là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé qu'il y avait, je crois, 105 ou 107 fusils Kalachnikov pour défendre tout un pays comme la RCA. Effectivement, ça veut dire que si vous êtes attaqué, vous défendez avec les bâtons, ou les cailloux, ou les flèches, ou les machettes, quand les gens ont des fusils. Hein? C'est-à-dire que le gars a une calache, tant, comme on dit par série de 3, une série de 3, tu es à terre. Non. Ça, ce sont des problèmes sécuritaires qui se posent. Donc, le Tchad a rompu dans les accords de coopération militaire avec la France. Mahamad Kaka Déby, notre président, a voyagé en Russie, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine, certainement pour ouvrir les accords de coopération dans la formation de ses hommes, dans l'équipement de son armée, hein, au plus haut niveau. Donc, il a rencontré Mohamed Kaka Déby. Il s'est rendu en Turquie, qui est aussi devenu un des plus grands partenaires pour la reconstruction des armées africaines, où il a rencontré le président Erdogan et son ministre des Affaires étrangères. J'ai oublié de dire qu'en Russie, il avait rencontré aussi Sergei Lavrov et le ministre adjoint de la Défense, que nous voyons tous en Afrique qui pilotent des accords de coopération militaire. Donc, la Russie, la Turquie, hein, la Chine, hein, comme partenaire. D'ailleurs, Mahamad Kaka Déby a reçu le chargé des affaires africaines de la présidence de la Chine, hein, qui est en tournée en ce moment. Il est allé au Tchad, il est allé au Niger, il est allé en Centrafrique, il est allé... C'est une indication déjà, parce que quand il commence par le Tchad, ça veut dire que dans les coulisses diplomatiques, ça c'est moi qui le dis, il a la certitude absolue que le Tchad va bientôt rejoindre l'AES. S'il a commencé par le Tchad, là, il a fait le Tchad, il a fait le Niger, il a fait le Burkina, et il a fait le Mali, ça veut dire qu'il a la certitude quasi absolue que le Tchad va rejoindre l'AES et ça fera quatre États désormais au lieu de 3. Voilà, ça c'est important. Donc le Tchad pense à sa sécurité. Parce que le Tchad se dit, quand elle voit l'alliance, si vous voulez, l'AES c'est quoi? La confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est une confédération d'États. Une confédération d'États, c'est le niveau juste en dessous de la fédération. Ça veut dire que les États s'entendent et mettent en commun la diplomatie, la défense, l'énergie, beaucoup d'autres choses pour pouvoir travailler au niveau, comme on dit, communautaire. Et c'est un reste des décisions qui sont prises localement. Donc, la Confédération des États du Sahel, il faut pas oublier, elle naît sur une alliance militaire, l'alliance du Liptako-Gourma. Hein, la charte du Liptako-Gourma. Hein, la charte du Liptako-Gourma. Un instant, s'il vous plaît. Ouais. Elle naît sur la charte de Liptako-Gourma. La charte de Liptako-Gourma, c'est une alliance militaire qui a été formée par le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'est d'ailleurs pour ça que sur tous les 3 photos que vous voyez, je poste à l'initiative de ces pays-là. Je poste toujours la photo de Abdourahmane Tiani, de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré lors de la signature de cette alliance militaire. La signature de cette alliance, c'était pour, hein, n'est-ce pas, dire, voilà, si un de ces pays est attaqué,
soit par une armée de la CEDEAO, soit par un État voisin de la CEDEAO, les trois autres pays viennent à sa rescousse. Si un de ces pays fait face à une situation sécuritaire aiguë, les autres pays viennent à sa rescousse. Ça veut dire qu'ils envoient leur armée, ils envoient leurs hommes. Et cette charte a évolué par la mise en place d'un commandement militaire unifié, donc un état-major unifié, rotatif. Ceux qui sont militaires savent ce qu'on appelle un état-major. Ça veut dire le partage des informations sensibles, le partage de renseignements, la planification des opérations militaires communes, la mise en commun, le partage des informations sur les forces. C'est-à-dire que moi, j'ai 200 tankers. Toi, tu as 30 avions de combat. Pour une opération, nous avons besoin de 100 tankers et de 20 avions de combat. Ben, qui c'est qui va fournir les avions de combat? C'est toi parce que tu en as 30. Moi, j'ai 200 tankers. C'est moi parce que les tankers, c'est moi parce que j'en ai 100, etc., etc. C'est un état-major coordonné qui travaille. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas battre les gens. Ça devient difficile parce qu'ils ont les hommes, pour pouvoir se battre. Ça devient complètement difficile. Voilà, ça devient difficile. La stratégie est commune, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, quand vous regardez les forces dans la zone, vous voyez que ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye ne peuvent venir à bout de ces trois pays mis ensemble. C'est pas possible. Ni le Nigeria, ni le Cameroun, ni le Bénin, ni le Togo, ni le Ghana, ni la Côte d'Ivoire, ni la Sierra Leone, ni le Sénégal, ni la Guinée-Bissau, etc. ne peuvent venir à bout. Dans l'initiative, la CEDEAO, on avait vu les présidents de la Guinée-Bissau, du Bénin, tout ça c'est parti à la poubelle là. Hein? C'est parti à la poubelle aujourd'hui parce que ils ont formé une alliance militaire, ils ont des armées qui sont redoutables et chaque État qui sait qu'il s'y engage là-bas, il risque de se prendre une casserole, donc personne ne va les attaquer. À partir de ce moment, l'entrée du Tchad dans cette alliance militaire-là, ça permet au Tchad de garantir sa propre sécurité. Ça, c'est important. C'est aussi un avantage pour l'AES parce que n'oubliez pas que quand il y avait Barkhane et G5 Sahel, là, qui c'est qui avait fourni près de 5000 hommes, voire même plus, parce que souvent les chiffres officiels sont des chiffres faux, qui avait fourni tous ces hommes-là pour appuyer les Takuba, toutes ces histoires que la France faisait, c'était le Tchad. Or, aujourd'hui, les pays de l'AES peuvent être sûrs que dans la zone sahélienne, l'une des personnes qui dispose des capacités, je dis bien capacités militaires sérieuses qu'est le Tchad, si elle est alliée à eux, c'est plutôt un avantage pour eux. Et le Tchad aussi, en s'alliant au pays de l'AES, ça permet, vous voyez, de mutualiser les forces. Je pense que ça, c'est important. La deuxième chose, c'est, pour le Tchad, c'est un avantage. Donc, d'abord, avant même d'y arriver, c'est les avantages que le Tchad et l'AES vont puiser mutuellement. Je pense que on a vu, le Tchad a émis des signaux, comme on dit, appel de balle, et l'autre, comme c'est comme au football, tu fais l'appel de balle en faisant ça, et l'autre centre le ballon où tu pourras le jouer de la tête, et tu marques le but. C'est ce qu'on a vu là dans les pays de la CEDEAO, de l'AES. On voit le Tchad avec Mohamed Kaka Déby, qui a le Burkina Faso a mis comme pays principal invité du FESPACO, qui va être très couru. Je n'y serai pas, mais je peux vous dire que je connais beaucoup de gens aux États-Unis qui ont déjà réservé le billet d'avion pour aller là-bas. Ah oui. C'est-à-dire que leurs vacances, ils vont les passer au Burkina Faso. Beaucoup de gens aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça va se passer dans l'aéroport de Ouagadougou, je ne sais pas comment. S'ils vont pouvoir accueillir tout ce monde-là. On verra bien. S'il y aura la place dans les hôtels, tout ça, on verra bien. Je n'ai aucune idée, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui partiront des États-Unis, même des Américains, hein, pour aller voir l'industrie du cinéma, voir ce que c'est. Et l'invité du FESPACO, c'est le Tchad. L'invité spécial du FESPACO, c'est le Tchad. Donc, vous avez vu la délégation du FESPACO qui ne s'est pas rendue à Abidjan, qui ne s'est pas rendue à Lomé pour l'instant. Bon, c'est vrai que le Togolais était au Niger quand il y a eu le festival d'artisanat, qui ne s'est pas rendu à Cotonou au Bénin, hein, qui ne s'est pas rendu même encore à Lagos, où il y a Nollywood quand même. Ils se sont rendus au Tchad. Et au Tchad, ils ont sélectionné des films tchadiens
qui seront en compétition pour le talon du Yénénga. Ils appellent ça le talon du Yénénga, c'est ça, je crois, le talon du Yénénga. Ils se sont rendus au Tchad. Le ministre de la Culture du Burkina Faso a été reçu par le président tchadien Mahama Kaka Déby et il lui a remis une lettre d'invitation à une visite officielle de Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ça, c'est important. Ça compte d'invitation. Je ne sais pas si l'invitation se fera pendant le festival. Comment on dit ça? Comme se fera pendant le FESPACO. Je sais pas. Je sais pas si l'invitation se fera avant le FESPACO ou après. Mais dans tous les cas, invitation à une visite officielle. Deuxièmement, il y a eu toute une conférence de presse pour mobiliser l'opinion publique tchadienne en disant le FESPACO cette année c'est pour vous. Vous devez vous déplacer massivement. Vous êtes attendus à Ouagadougou au Burkina Faso. Donc ça c'est important. Et quand on sait que le FESPACO va drainer beaucoup de monde venu d'Europe, venu d'Amérique, venu du Canada, venu des États-Unis, venu de tous les autres pays de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, ça va compter énormément. Et que le Tchad aura une exposition. Je pense que c'est un appel aux pays de l'AES, des pays de l'AES qui répondent favorablement au désir du Tchad qui a déchiré les accords militaires avec la France et donc s'est libéré pour pouvoir rejoindre l'organisation qui vaut d'aller vers l'AES. Bon. Alors, les gens me disent, oh non, mais vous savez, ça va pas se faire comme ça parce que le Tchad ne va pas sortir de la zone CFA de la CEMAC. Mais le Tchad, je rappelle que les pays de l'AES n'ont pas encore déchiré le franc CFA. Hein, ils sont toujours dans la CEDEAO et ils n'ont pas déchiré le franc CFA et que quand ils étaient même ils sont toujours dans l'UEMOA, pardon, autant pour moi. Et quand ils étaient même dans la CEDEAO, il y avait toujours, pendant qu'ils étaient dans la CEDEAO, il y avait toujours le fait que les pays de la CEMAC étaient, comment on dit ça? C'est-à-dire que les pays de la CEMAC étaient, si je peux dire, ouais, les pays de la CEMAC étaient, les pays, pardon, les pays de l'AES sont toujours dans l'UEMOA. Et les pays de la CEDEAO, il y en a qui ne sont pas dans la zone CFA. Donc, mais ça n'empêchait pas qu'ils fassaient partie d'une union, une union communautaire, comme on dit. Bon, ça veut dire que, techniquement, rien n'empêche le Tchad d'être dans la CEMAC, qui ne le lie que par le CFA, et de commencer à travailler pour intégrer progressivement l'AES. Donc, en intégrant le commandement unifié, parce qu'elle n'a plus la tutelle militaire de la France, en commençant à travailler pour la sécurité, la sécurisation de toutes leurs frontières, etc., etc., ramener la sécurité dans le coin, ramener la sécurité sur le lac Tchad. Je rappelle que si le Tchad entre dans l'AES, en collaborant avec le Niger, rapidement, ils vont affaiblir les bandes armées qui opèrent et qui se réfugient sur le lac Tchad. Et il faut prendre en compte le fait, avant de parler de monnaie, que le Tchad, je crois, c'est 1 800 000 km². L'AES, c'est 2 800 000 km². Donc, si vous ajoutez 1 million, ça fait 3 800 000 m². Si vous ajoutez encore 800 000 km², ça fait 4 600 000 km². C'est beaucoup. 4 600 000. C'est plus de la moitié de la superficie du Canada, qui est l'un des plus grands pays au monde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et avec la technologie aujourd'hui qui permet de faire l'agriculture, y compris dans les zones désertiques comme le Sahara, ces pays-là disposent de 4 800 000 hectares de terre. Ils peuvent mettre immédiatement le quart de leur territoire dans la production agricole, ce qui va leur faire, ou 20% de leur territoire, ce qui va leur faire 1 million de kilomètres carrés rapidement. 1 million de kilomètres carrés, je rappelle que ça fait 100 millions d'hectares. Les surfaces cultivables aux États-Unis, l'Amérique est une puissance agricole. Le total des surfaces cultivables aux États-Unis, c'est 140 millions d'hectares. Le total des surfaces cultivables aux États-Unis, c'est 140 millions d'hectares. L'agriculture est bien faite, la productivité agricole est meilleure. Ça fait 140 millions d'hectares pour nourrir tous les Américains et exporter le blé, le soja, le maïs, le mad, le houblon, la viande, tout ça dans le monde entier. Donc, vous comprenez
que si ces pays-là, les dirigeants se mettent vraiment au travail, ils vont devenir une puissance agricole. Puissance agricole. On a d'abord besoin d'une puissance agricole, une puissance militaire, une puissance en termes de réserve de paiement au cas où ils créent leur monnaie. Parce que la décision de créer la monnaie, c'est pas deux choses. C'est vous essayez de corriger l'extraversion de votre économie. C'est ce que font le Niger, là, quand ils construisent les raffineries. C'est ce que font le Burkina et le Mali, quand ils veulent déjà construire des centrales nucléaires, mettre les satellites pour surveiller leur territoire, etc., etc., mettre un code minier qui permet vraiment de travailler et développer le pays, etc., 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 en gardant les ressources financières sur place et non pas en les sortant pour aller spéculer sur les marchés financiers qui sont eux-mêmes déjà surévalués. À partir de ce moment, vous allez voir que le Tchad, en arrivant dans l'AES d'abord, ça en élargit la superficie, ce sera nettement plus grand que la CEDEAO. Donc, qui ne voudra pas aller là-bas, soit pour investir dans l'agriculture, soit pour investir dans l'industrie, ça va les permettre de mettre en commun leurs moyens pour la sécurité de leur territoire, leur armée. Le Tchad a une armée, le Tchad a des hommes, le Tchad a des trucs, les satellites, les infrastructures routières. Et comme j'ai dit, vous avez 3 corridors, on fera un direct dessus. Quelqu'un a demandé, on fera un direct dessus. Vous avez le corridor qui permet d'avoir accès au port de Tanger, en passant par le Maroc. Le corridor permet d'avoir accès au port de Alger, en passant par l'Algérie. Et le corridor que les États-Unis vont financer, qui va partir du Caire et qui va relier Dakar sur une ligne de chemin de fer à 2 voies, à 2 vitesses, comme ce qu'on est en train de faire à Lobito. La conséquence, ce sera un désenclavement total du Sahel. Ça veut dire que les gens n'auront plus besoin pour les transports de marchandises à destination ou de l'Europe ou des Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ou du Moyen-Orient et de l'Asie, d'aller contourner le sud de l'Afrique. Ça va se faire directement sur une ligne de chemin de fer. Ce qui fait que techniquement, les Amériques, le Moyen-Orient et l'Asie seront à 10 jours de n'importe quel pays dans la bande sahélo-sahélienne. Donc, le Tchad a compris les enjeux. Et c'est pour ça que certainement on leur dit, écoutez, si vous voulez avancer, vous laissez tomber cette histoire coloniale-là. Ils ont déchiré ça. Vous avez entendu les propos de Macron, l'ingratitude. Je ne veux pas répéter ça ici, mais il a parlé d'ingratitude. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a dit parce que c'est dégueulasse. Mais il a parlé d'ingratitude. Ce n'est pas l'ingratitude, c'est la réelle politique. C'est la réelle politique. Le futur du Tchad, c'est dans l'AES. Donc, il pratique la politique des petits pas et pour arriver dans l'AES. À partir du moment où ils seront une puissance agricole, ils seront une puissance énergétique. Le Niger a l'uranium. Avec cet uranium-là, ils pourront construire pas une, mais plusieurs centrales nucléaires. Ils ont les Russes qui sont derrière eux, qui vont les aider à construire ces centrales nucléaires. Le Niger a l'uranium. Le Tchad a le pétrole. Le Niger a le pétrole. Le Mali a le pétrole, le gaz. Le Burkina a le pétrole. Le phosphate, etc. Les richesses du Sahara, comme parlait au Boigny, vont être mises en commun. Ils vont pouvoir travailler. Et ça va permettre, avec l'arrivée du Tchad, de créer un marché qui soit un marché de plus de 100 millions de personnes. Donc, c'est un marché réel qui va être dans 150 millions de personnes. Ça veut dire que c'est un marché qui se positionne directement deuxième derrière le Nigeria. Le Nigeria, à vrai dire, il y a 250 millions de personnes. Donc, quand vous allez voir arriver le Tchad qui arrive là et qu'ils vont être aux alentours de 125 millions de personnes, ils sont déjà à 50% du Nigeria, ou même un peu plus de 50% de la population du Nigeria. À partir de ce moment, ils talonnent directement le Nigeria. Ils talonnent directement le Nigeria. Ils sont militairement forts. Voilà. Qui va forcément affaiblir la CEMAC, parce que une fois que les pays de l'AES, et quand vous les voyez travailler, racheter l'or, explorer l'or, nationaliser retirer les permis, nationaliser la production et le raffinage de l'or, ça leur permet d'augmenter leur stock d'or dans leur banque centrale, et de passer cet or déposé dans leur banque centrale, dans leur pays, pas à Dakar au Sénégal, dans leur pays. Et demain, quand ils auront un stock consistant d'or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils sortent carrément, ils créent leur monnaie. Et demain, quand ils auront atteint l'autosuffisance alimentaire, ils n'auront plus besoin d'utiliser les devises pour nourrir leur population, d'utiliser les devises pour donner les vêtements à leur population. Donc, ils vont sortir et créer un État. Et en s'appuyant sur cet État-là, ils vont pouvoir évoluer. Ce sera une autre confédération, ils vont pouvoir évoluer.
Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc, le Tchad, je bête, comme on dit en anglais. En anglais, je parie que dans les jours qui viennent, le Tchad va engager un processus d'éloignement progressif de la CEMAC. Le Tchad va engager un processus d'éloignement progressif de la CEMAC. Et dans les années qui viennent, ils seront partis. Je crois même que quand on va commencer les études de faisabilité de la construction de la ligne de chemin de fer, là, et que le financement sera bouclé, le Tchad va commencer à partir. Et même si c'est pas le cas, dès que ce sera opérationnel, l'autoroute qui part d'Alger, qui passe par Niamey, traverse le Niger pour aller jusqu'au Nigeria, idem pour le Maroc, le Tchad va commencer à sortir parce qu'il aura une porte d'entrée par ces pays-là. Il pourra faire venir ses marchandises par ces pays-là, aller chez lui au Tchad. Il n'aura pas besoin de souffrir le martyre sur le corridor Douala-N'Djamena. C'est important. C'est important. C'est important de le dire. Donc, ça permet, ce qu'on dit là, c'est pas comme chez nous au Cameroun, dès que tu dis on pense que c'est pour attaquer les gens, non. Ça permet aux décideurs politiques d'anticiper. Ça permet surtout aux décideurs économiques d'anticiper. D'anticiper. Vous étiez un homme d'affaires. Vous avez une usine de fourniture de cartons. Vous êtes basé à Douala. Les gens viennent chercher les cartons chez vous pour aller au Tchad. Ou bien vous avez une usine de fabrication de tôles. Les gens viennent chercher les tôles chez vous pour aller au Tchad. Moi, je serais vous. Je lèverais encore un peu d'argent. J'irais installer une usine en N'Djamena parce que en installant une usine en N'Djamena ou à Niamey, l'usine installée à Niamey, à l'avenir, va produire pour approvisionner le Burkina et le Mali, il va approvisionner le Niger et le Tchad. Parce que ça va faire un marché commun. Je réfléchis à des solutions de supply chain. Hein? Mon ami Willy Chamba vous avez dit dernièrement que c'est à partir du Maroc qu'il trouve la matière première. Prochainement, ce sera bientôt l'aluminium, ce sera l'aluminium, ce sera la Guinée. Et dès que la Guinée va produire l'aluminium, vous avez la route bitumée qui part de Conakry en Guinée, qui rallie tous les pays de l'Ouest. Donc, il y aura des décisions à prendre. Donc, quand on dit ça, c'est qu'il va falloir anticiper. Il y aura des bouleversements, certes. Non, on reviendra en temps opportun lorsque ça se fera. Mais déjà, de savoir que c'est le Tchad qui est l'invité, la guest star du prochain FESPACO à Ouagadougou, qui sera le FESPACO le plus couru au monde, depuis sa création, c'est déjà une exposition, comme on dit en anglais, exposure au Tchad, qui va lui permettre déjà, voilà, de travailler et de commencer à se rapprocher et à recoller avec la Confédération des Alliances des États du Sahel. Il veut dire, rien n'est, je dis toujours à des amis en privé, regardez ce qu'était l'Europe de l'Est, sous Ceausescu. Regardez même ce qu'était l'Europe centrale. Regardez même ce qu'était le pourtour de la mer Noire, comme on dit, en 1980. 30 ans plus tard, regardez ce que cela est aujourd'hui. Faites un coup d'œil. Lisez un peu, vous voyez ce que c'est. Donc, à partir de ce moment-là, dites-moi un peu à quoi va ressembler le Sahel dans 20 ans, où il y aura un grand changement. Parce que dans 20 ans, Paul Biya sera parti au Cameroun, Tinubu sera parti au Nigeria, Talon sera parti au Bénin, Alassane Ouattara ne sera plus en place en Côte d'Ivoire dans 20 ans. Et vous allez voir, il y a aussi le temps. Hein, le temps. Quand j'étais étudiant, Édouard Balladur et Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, étaient venus nous faire un discours, une présentation sur le temps dans la politique, l'action politique. Le temps. Le facteur temps. Je ne vais pas développer tout ça là, mais il y a le temps. Le temps va jouer. Le temps va jouer. Le temps va permettre de renverser les alliances, de créer de nouveaux paradigmes, etc., etc., etc. Donc, vous regardez cet endroit-là il y a 30 ans, vous allez voir qu'il y a eu une grosse transformation de ces endroits-là, qui ont complètement changé. Donc, restez scotchés sur notre chaîne, on continuera d'en parler. Donc, la CEMAC va subir certainement un charcutage dans les jours qui viennent, hein, et on verra là où elle s'agrandit davantage. Le Tchad n'est pas le seul. Le prochain, c'est le Togo. Je ferai une présentation pour parler de ça. Elle sera postée sur notre chaîne dans les jours qui viennent. Il faudra regarder. Vous avez vu la sortie du ministre togolais des Affaires étrangères sur le ministre togolais des Affaires étrangères sur Vox Africa. Donc, on en reparlera. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. Hein, restez abonnés sur notre chaîne, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne
Mettez un like sur la vidéo. Surtout, souscrivez au membership pour permettre le développement de notre chaîne. Car ici, le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous. Bye.